Je veux être aussi la présidente du travail pour tous et du métier pour chacun. Pour de nombreux salariés, les combats sociaux sont de plus en plus difficiles à mener. À chaque grève, les employeurs brandissent la menace d'une délocalisation, d'une fermeture d'usine pour faire pression sur leurs revendications. Mais les intimidations, justement, ils n'en veulent plus. Ils ont largement d'argent pour nous payer 300 € et le départ des retraites à 55 ans. Ils ont d'argent et l'embauche des intérimaires. Il y a de l'argent. Ils sont en train de faire peur. Hier, on est parti à Poissy, qu'on a vu nos camarades. Si vous faites grève, l'usine va fermer. Ici, ils nous disent, si on continue, l'usine va fermer. À Mulhouse, ils leur disent, ils vont fermer. Ça ferme pas. Ça ferme pas, on fait trop de bénéfices, il y a trop d'argent. L'usine ne peut pas fermer. Dominique, vous qui êtes économiste, ça vous semble juste tout ça ? Il semble très important quand un État ou des collectivités locales donnent de l'argent pour attirer une entreprise pour qu'elle vienne s'installer, que si l'entreprise, quelques années après, part, et notamment part, pas pour des raisons claires, importantes, des raisons des difficultés, mais part parce qu'elle a envie de s'installer ailleurs, c'est tout à fait essentiel qu'elle rembourse l'argent qu'elle a obtenu. C'est ce cri de colère que j'entends monter de la France qui travaille et de celles qui aimeraient travailler. Colère contre les délocalisations qui dévorent l'emploi. Colère contre le fait que 23% des jeunes sont sans emploi, que l'âge du premier emploi n'en finit pas de reculer et que la précarité des contrats se généralise. Aurélie a été embauchée avec un CNE. Jusque-là, tout se passait bien. Mais la fin de sa période d'essai de 2 ans approche. Et voilà que son patron se met soudain à lui trouver plein de défauts. Surprenant, non ? Aurélie, qui préfère garder l'anonymat, nous raconte ce qui se passe. Pendant 1 an, j'ai eu aucun souci, aucune remarque, tout se passait bien. Et là, depuis 2 mois, j'ai fait pas mal de reproches. On me surveille, par exemple, on me passe des coups de fil, quand je suis seule au bureau, on me passe des coups de fil à 12h05 pour vérifier que je suis toujours là. J'attends un peu de voir à quelle sauce je vais être mangée et qu'est-ce qu'on va me reprocher par la suite. Barbecue ou curry, on ne sait pas quelle sera la sauce, mais on se dit qu'Aurélie, elle est mal partie pour le décrocher son CDI. La suppression du CNE, c'est en fait supprimer l'idée qu'on pourrait engager une relation de travail substantielle et sur le long terme avec un salarié en le menaçant sans arrêt de séparation. Le CNE, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'on peut pendant 2 ans embaucher quelqu'un et le licencier sans aucune motivation. Donc suppression du CNE pour remettre à la place, pour refaire, d'ailleurs c'est toujours le cas, le CDI reste la norme, mais suppression de tous les contrats qui permettent aux employeurs en quelque sorte de faire leur marché pour choisir ce qui leur convient le mieux. Voilà pourquoi, parce qu'il y a cette aspiration à plus de justice et à davantage d'efficacité, nous supprimerons le CNE pour faire du contrat à durée indéterminée la règle. On parle souvent des négociations sociales en période de crise, mais pourtant le dialogue, c'est justement le moyen d'éviter la crise. Alors on a eu envie de savoir comment ça pouvait marcher. On a cherché des exemples, on a trouvé, et ben ça marche. À l'origine, on était une entreprise avec 3/4 d'hommes et 1/4 de femmes, et puis on a une PDG femme qui est arrivée. Et là, elle a décidé de mettre en place une négociation avec les syndicats, et nous, on attendait vraiment cette négociation depuis longtemps. Et ensemble, on a regardé les endroits où les femmes étaient vraiment discriminées, et ensemble, on a fait un plan sur plusieurs années qui a permis de rattraper le niveau de retard que les femmes avaient accumulé dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, dans notre entreprise, chaque année, on vérifie, et les femmes sont arrivées au même niveau que les hommes au niveau des rémunérations. C'est fou ce qu'on peut faire avec un peu de bonne volonté. En tout cas, moi, j'irais bien bosser dans la boîte de Mounir. Et vous, Dominique ? Le dialogue social, la présence de syndicats dans les entreprises, ça rend les entreprises plus performantes parce que tout est construit par accord entre les représentants des salariés et les représentants des employeurs. Je m'engage à tout faire pour que, si je suis élu,
un nouvel essor soit donné à la démocratie sociale et au dialogue social constructif qui va avec. On a quand même une frange de la jeunesse qui a besoin de trouver un emploi, ne serait-ce que pour acquérir un réflexe d'employabilité. Donc à partir de là, ces emplois tremplins, s'ils se vivent comme un outil transitoire pour relancer l'économie française, redonner une confiance dans la jeunesse, c'est certainement un point positif. L'objectif final étant quand même que dans 5 ans, on ait une économie privée, mais aussi des vrais emplois publics qui puissent prendre le relais de ces emplois tremplins. Et oui, les emplois tremplins, c'est bien pour aider les jeunes à entrer sur le marché du travail, mais ça aide aussi les nouvelles entreprises à se développer. Ce qui est important, c'est qu'en fait, au tout début, nous, la boîte, elle a 1 an et demi, et que c'est difficile de créer un emploi parce que finalement, on n'a pas la stabilité de chiffre d'affaires qui permet d'être sûr d'assurer un salaire mois après mois, alors qu'on a besoin de cette force de travail supplémentaire. Tout jeune doit en effet pouvoir bénéficier d'une possibilité d'insertion. Et je propose à cet effet de généraliser les bourses et les emplois tremplins que les régions ont mis en place avec succès par quelques dizaines de milliers d'emplois déjà. Nous ferons à l'échelle nationale 500 000 emplois tremplins pour les jeunes. Avoir des idées, des projets, vouloir créer son entreprise, se mettre à son compte quand on est jeune, c'est beau et c'est normal, vous me direz. Mais quand on est jeune, souvent on n'a pas d'argent. Et là, c'est le drame. Le plus difficile quand on monte une boîte, c'est de se dire j'ai pas que mes idées à créer, à mettre en place, il faut que j'assume toute la lourdeur administrative qu'il y a, il faut que je puisse payer l'URSSAF et compagnie. Ça coûte super cher et on se rend compte, par exemple, on aurait besoin de conseils par moment ou on aurait besoin d'avoir des compétences supplémentaires pour développer nos idées. Et ça coûte cher et il n'y a pas de système aujourd'hui pour qu'on puisse faire ça. Donc forcément, j'aurais bien aimé un peu de sous. Et j'ai dû les chercher par moi-même et j'ai dû les chercher par un peu de concours pour essayer de faire l'amorçage en fait. Dites entre nous, un petit coup de pouce pour démarrer dans la vie, ça fait pas de mal, non? Donc l'idée d'un prêt à 10 000 € est certainement un élément fort du programme de Ségolène Royal. En effet, on voit bien que les jeunes, lorsqu'ils ont 18 ans, peuvent choisir soit d'aller dans l'université, mais à ce moment-là, pour beaucoup, surtout de milieux populaires, il faut avoir un financement pour faire des études plus longues, ou bien veulent se lancer dans la vie. L'État ouvrira un nouveau droit. Chaque jeune à sa majorité disposera d'un prêt gratuit de 10 000 € pour lui permettre de construire son premier projet de vie. On ne peut pas promettre à quelqu'un qui est au RMI que s'il retravaille, eh bien, il va trouver un revenu supérieur. Ça, c'est complètement insupportable. Insupportable, oui. Et pourtant, quand on est au RMI, on a vraiment envie de retrouver du travail. Si on me proposait un mi-temps au SMIC, je ne sais pas si je serais gagnant, mais vu ma situation, donc RMI de longue durée, je ne poserais pas de questions, je perdrais peut-être la CMU, mais je pense que je prendrais sans hésiter, même si je ne suis pas forcément gagnant financièrement. Alors comment faire pour diminuer l'impact de ces fameux effets de seuil? Créer un revenu de solidarité active, ça servirait à 3 choses. La première, c'est à enlever les effets de seuil, c'est-à-dire à permettre aux RMistes, quand ils reprennent du travail, de gagner de l'argent et non pas d'en perdre. La deuxième chose, ça servirait à aider les travailleurs pauvres à sortir de la pauvreté en complétant des revenus du travail qui sont insuffisants, souvent quand ils sont à temps partiel subi. Et la troisième chose, le revenu de solidarité active, ça permettrait de simplifier considérablement un système de minima sociaux et d'aides qui sont enchevêtrés et donc de se substituer à un certain nombre d'aides pour avoir un système plus lisible, plus simple et plus cohérent. Je donnerai raison à ceux qui, comme l'association Emmaüs, demandent depuis longtemps la création d'un revenu de solidarité active qui garantira les prestations et qui assurera que quelqu'un qui retrouve un travail ne puisse plus voir ses revenus baisser. Perdre son emploi et se remettre sur le marché du travail, ce n'est facile pour personne. Mais sans formation, sans préparation, c'est mission impossible. Après 25 ans au même poste, Swedish vient d'être licencié.
Alors, ça va être facile de retrouver du travail? Non, je ne veux pas parce que j'ai travaillé 25 ans, je fais toujours le même service et bientôt je vais avoir 50 ans. Je pense que ce sera très difficile de trouver un emploi ou une formation. Mais comment éviter ce type de situation et faire en sorte que la formation devienne une protection contre le chômage? On s'y prend le plus en amont possible pour faire en sorte que l'entreprise toujours donne de la formation à son salarié et que le salarié ait aussi une sorte de droit à la formation, donc qu'il puisse se former. Et d'autre part, quand le licenciement menace en quelque sorte, validation des acquis de l'expérience, et quand le licenciement est arrivé, alors prise en charge du salarié. Un cadre qu'il sent qu'il va être mis à la porte, considéré comme dépassé, et qui se bat, qui veut créer son entreprise, est obligé de passer par la case chômage avant de créer son entreprise. Cela, je veux que demain, ça ne soit plus possible. On parle souvent des droits et des devoirs des chômeurs. Ça signifie quoi en fait? Le droit, c'est le droit à une indemnisation généreuse, à une prise en charge financière et à une formation. Le devoir, c'est de rechercher activement un emploi et d'en reprendre un dès que les conditions seront là et qu'on en aura retrouvé un. Et le devoir de se former pour précisément aller trouver le plus vite possible un nouvel emploi. Je créerai la sécurité sociale professionnelle qui garantira contre une formation et une recherche active d'emploi une rémunération égale à 90% du dernier salaire perçu afin de permettre sans drame la mutation des emplois.